Le 21 juillet, la fête nationale belge qui se déroulait dans une ambiance plus festive que sécuritaire. Connaîtrons-nous un monde sans mines antipersonnelles? Nous tenterons de répondre à cette question grâce notamment à l'avancée des nouvelles technologies. Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier numéro de 7 sur 7 sur CRDI. Chaque semaine, nos équipes se poseront des questions sur des thèmes au cœur de votre actualité. Pour commencer, focus sur l'Europe et sa politique agricole. La crise du lait vit-elle ces dernières heures? Cette semaine encore, le Parlement européen devait amener des réponses à un secteur qui souffre depuis que ses coûts de production sont plus élevés que leur prix de vente. Un sujet réalisé par les équipes de l'agence de presse indépendante, Olivier Verbruggen, Benoît Soreille et Vincent Claus. Suite au déséquilibre entre l'offre et la demande mondiale de lait et la chute de son prix, la Commission européenne a décidé ce lundi 18 juillet de débloquer 500 millions d'euros pour soutenir le secteur agricole. Nous sommes donc allés à la rencontre de deux décideurs politiques belges au niveau européen et régional, ainsi que du porte-parole de la FUGEA, pour recueillir leur point de vue sur la question. Alors les 500 millions, c'est bien, mais il y a 150 millions qui sont affectés pour le lait, directement dans un premier temps. Ce qui permettra de réduire d'1 milliard de litres la production européenne. Voilà pourquoi ça va dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, clairement, il faut revenir à une méthode de régulation de l'offre. Et aujourd'hui, je le répète, c'est la première fois que le Conseil, timidement peut-être, trop timidement sans doute, mais va dans ce sens en disant on va limiter la production. Tous les grands acteurs mondiaux agricoles, que ce soit les États-Unis, la Chine, le Brésil, tout le monde recouple ses aides et en tout cas les distribue en sorte qu'on tienne compte de la réalité économique de l'agriculteur. Il n'y a qu'en Europe qu'on ne le fait pas. On fait exactement l'inverse parce que nous n'avons pas de stratégie efficace au niveau agricole, on ne l'a pas non plus au niveau industriel. Et là, il faut se repositionner en réfléchissant comment on peut mieux aider l'agriculture. Je crois à la régulation des marchés et quand il n'y a plus de régulation, ça ne va pas. Les cours sont trop erratiques, il y a une hypervolatilité ou bien voir aujourd'hui un prix anormalement bas et de longue durée, comme pour le lait, qui est en dessous du coût de production depuis maintenant plus d'un an, ce qui n'est pas normal. L'agriculture est et restera une activité stratégique, car la souveraineté alimentaire, ça doit être vrai pour nous aussi en Europe et pas confier le soin de nous nourrir au marché. On sait ce que ça peut aboutir comme catastrophe. Et donc, la position que j'ai a toujours été celle-là, c'est de garder les quotas à l'époque. Puisqu'on a été battu, c'est de trouver un mécanisme qui soit efficace et qui vienne faire en sorte que le cours qui est pratiqué pour toutes les denrées alimentaires et les denrées agricoles soit rémunérateur pour l'agriculteur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le gouvernement, en 2003, s'est associé aux autres gouvernements de l'Union européenne pour marquer un accord sur le principe de la disparition des quotas en 2015. Difficile de revenir en arrière. Mais à tout le moins en période de crise, la Commission européenne, l'Europe a la possibilité juridique, légale et le devoir moral pour moi, lorsqu'il y a une crise, de prendre des mesures de régulation. La Wallonie assure, une politique de promotion. Nous voulons qu'il y ait chez nous la liberté de choix pour les agriculteurs. Nous voulons qu'ils restent aussi maîtres de leur production. Nous ne sommes pas pour un système intégré où c'est l'agro-industrie qui finalement assume les choix. Il y a tout un travail à faire au niveau européen, aussi un travail à faire au niveau des affaires économiques, au niveau fédéral. Et nous, au niveau wallon, on veut une politique d'installation, d'investissement, de soutien qui préserve l'agriculture familiale comme nous la voulons. Ce n'est pas simplement une production, sinon on pourrait la délocaliser dans n'importe quel pays. C'est ce lien au monde rural, c'est cette gestion des terres durablement, c'est aussi l'approvisionnement possible en circuit court. À partir du moment où on détricote tout ça, on est certain d'effilocher tout le maillage rural et de le voir disparaître à jamais. La seule solution miracle, comme vous dites, on la connaît, elle existait avant la suppression des quotas, mais cette espèce de libéralisation totale où on dit produisez ce que vous voulez, inondez le marché, bon, on sait très bien que tous les petits vont disparaître et les gros vont concentrer avec des élevages extrêmement polluants, des vaches qui ne sortent plus des bâtiments. C'est ça aujourd'hui qui est en train de se passer dans les fermes. C'est les fermes qu'on présente rentables pour demain, c'est celle où la vache n'est plus en prairie, elle reste en bâtiment et simplement il y a un charroi incessant pour amener les aliments incessants. Est-ce que le consommateur veut ça? Mais non. Et aujourd'hui, avec l'argent public, on paye cette transformation au détriment du consommateur.
5500, c'est le nombre dramatique de victimes encore causées chaque année par des mines antipersonnelles. Ce nombre a déjà été réduit par 10 depuis que des campagnes de déminage sont devenues priorité pour nombreuses organisations non gouvernementales, entraînant en 2009 la destruction de 255 000 mines antipersonnelles. Les principales opérations de dépollution ont lieu en ce moment en Afghanistan, au Cambodge, en Croatie, en Irak et au Sri Lanka. Dans le monde, c'est pas moins de 66 États qui sont encore concernés par la présence de mines sur leur territoire. Massoud Hassani aimerait apporter sa contribution dans ces nobles causes quand les nouvelles technologies viennent à la rescousse contre la folie de l'humanité. Pour CRDI, une équipe de l'AFP à Eindhoven, aux Pays-Bas. Je suis né en Afghanistan, à Kaboul, à quelques pas de l'aéroport international. Gamin, on y jouait sur un terrain vague. En fait, c'était juste un grand désert. À l'époque, beaucoup de gamins sautaient sur des mines. J'ai grandi avec cette réalité. J'ai vu de nombreuses personnes perdre des membres. On voyait nos amis mourir. Pour moi, la volonté de me débarrasser des mines sans prendre de risques, elle est venue de cette période. Le drone Minecraphone comporte 3 étapes. D'abord, il survole une surface avec une caméra et dessine une carte en 3D pour qu'on ait une idée du terrain. Puis il survole la zone avec un détecteur de métal muni d'un bras de robot qui peut détecter les mines sous la surface du sol. Et finalement, le drone place un petit détonateur sur chaque détection et les fait exploser à distance. Avec ces 3 étapes, on peut détruire les mines 20 fois plus vite. J'ai toujours rêvé de rentrer au pays avec quelque chose de vraiment positif, pour offrir à mon pays un vrai cadeau. C'est super émouvant pour nous, car cela fait 18 ans que nous ne sommes pas revenus en Afghanistan. Avec notre approche en matière de robotique et grâce à l'impression 3D, les possibilités sont infinies. On peut fabriquer ce drone partout. Quiconque peut le construire à l'identique. Il n'y a pas besoin de livrer des matériaux. On rêve de construire un produit qui pourra détecter et détruire les mines en toute sécurité, pour que personne n'ait à aller sur le terrain, pour qu'aucun animal ne soit sacrifié. Pourquoi ne pas utiliser les technologies modernes pour atteindre ce but ? Drapeaux, frites et cotillons. La Belgique fêtait sa fête nationale dans un contexte difficile. Après la tragédie de Nice, les Belges se sont montrés fiers et déterminés. Un pays, une unité, même pas peur. Un sujet de nos équipes, Louise Van Gulik, Lorenzo Cervantes, Antoine Moll, Tony Alp et Steve Carrier. Le 21 juillet, c'est l'occasion pour beaucoup de faire la fête, mais c'est avant tout un rappel de notre histoire puisque c'est le 21 juillet 1831 que le premier roi des Belges, Léopold Ier, a été intronisé. Des milliers de personnes se sont déplacées pour le bal d'ouverture, place du jeu de balle. Les Marolles ont été envahis le temps d'une soirée par la musique, la danse et la bonne humeur. Le coup d'envoi fut donné par une chorégraphie géante rassemblant petits et grands. Suite aux attentats de Nice, la sécurité fut fortement renforcée. Des fouilles systématiques étaient organisées à toutes les entrées de la place. Les policiers et les militaires patrouillaient sur tout le site. Un dispositif important qui a été maintenu tout le long de la fête, sans incident notable. Le lendemain, ils étaient très nombreux à se donner rendez-vous à la cathédrale Saint-Michel et Gudule pour le traditionnel Te Deum. Le roi et la reine en ont profité pour saluer la foule présente en nombre. Les festivités se sont poursuivies à 16h rue Royale par le défilé militaire. Les vétérans, les avions, la police ont défilé fièrement devant la foule et les souverains. Différentes activités étaient organisées aux 4 coins du centre historique de Bruxelles. Le village policier avait pris comme chaque année ses quartiers Place Poulard, exposant d'anciens véhicules de police et faisant plusieurs animations sur la sécurité. Du soleil, des frites et de la bière étaient rendez-vous Parc Royal, où diverses animations étaient organisées comme une démonstration de VTT, un manège, de l'acrobranche, un mur d'escalade, une exposition d'anciens véhicules militaires et bien sûr de la danse. On allait à un atelier de cirque dans un manège avec des sièges qui tournaient et on s'envolait. Et la troisième,
Je me souviens plus de ce que c'était. La fête nationale a rempli son rôle fédérateur, ce qui dans le climat actuel permet de donner une bouffée d'air frais à la population. Belgique m'a tout donné, je suis venu ici pour les études au conservatoire, et que ce soit côté flamand, néerlandophone, j'ai bénéficié de cet avantage. Alors je dois tout à Belgique s'il faut. Je me sens aussi belge qu'un né belge. Je ne suis pas né en Belgique, mais Belgique m'a tout donné. Donc la fête de la Belgique, c'est notre fête à nous tous. Le couple royal est venu au parc un peu plus tard pour saluer les personnes présentes en nombre dans l'espoir de les apercevoir. J'ai vu le roi un peu là-bas, mais la reine, je l'ai vue dans la voiture aussi. Et tu les aimes bien ? Oui, parce que je trouve qu'ils font bien leur boulot quand même, en tant que roi et reine. La sécurité était tout aussi présente sans pour autant empiéter sur l'ambiance festive. Il y a 5 barrages de police avant d'arriver ici, donc je pense qu'on est quand même assez sécurisé, encore mieux que Charles Michel et le roi. Les gens sont super sympathiques et voilà, je vois vraiment des gens qui rigolent, je vois un monsieur qui nage là-bas, enfin voilà, les enfants sont tous gays, enfin c'est vraiment chouette quoi. Vous avez venu naturellement, il n'y a pas eu une petite peur en venant ? Aucune. Non. On a été fouillés à l'entrée ici, on a même été fouillés à l'entrée de la rue près du village de la police. Et franchement, ça rassure ce genre de présence. Une belle journée qui se termine en apothéose vers 23h avec le célèbre feu d'artifice illuminant toute la ville de Bruxelles. Et avant de se quitter, notre clin d'œil de la semaine a justement un rapport direct avec le 21 juillet, quand les membres de Belgica, organisation pro-Belgique de Ghent, nous interprètent la Brabançonne dans la langue de Bart de Wever. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht, het woord getrouw, dat onbevreesd mocht spreken. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. La semaine prochaine, nous ferons ensemble le point sur la Turquie. 15 jours après un putsch raté, la démocratie est-elle en danger? Et puis la rédaction de CRDI réagit au direct. Nous ferons le point sur cette nouvelle fusillade dans le centre commercial de Munich. L'Allemagne une nouvelle fois attaquée après une première agression à la hache. L'Europe vit-elle à l'heure du réveil des loups solitaires de Daesh? En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions et commentaires par mail à l'adresse 7sur7@crdi.tv. Et puis l'actualité en continu sur Twitter via le compte CRDI News. À la semaine prochaine, au revoir.